Bonsoir à tous, merci d'être venus m'écouter pendant cette petite heure. Effectivement, je vais faire un petit peu le bilan, d'une certaine façon, d'une vingtaine d'années, un peu plus, d'activité professionnelle dans le monde de l'architecture, avec principalement en parlant du passage, d'une certaine façon, à la commande privée, qui, bien évidemment, depuis très longtemps, enfin pour beaucoup de gens, a été quelque chose surtout un peu de tabou. Le privé, c'est des gens qui ne comprennent pas ce que l'on fait, il n'existe que le public. Mais bon, les circonstances que je vais vous raconter font que si on veut encore exister en tant qu'architecte, il faut peut-être travailler avec les gens du privé. Donc, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de mon travail. Moi, je suis effectivement un enfant de la commande publique. Au début des années 90, on a obtenu, avec Anne-Françoise Jumeau qui est ici, les albums de la jeune architecture. On a gagné également le concours Europan, qui a débouché ensuite par un certain nombre de quelques projets d'ordre public. Et puis on a fabriqué, on a monté ce groupement que vous connaissez tous qui s'appelait Périphérique, où je suis resté à peu près 5 ou 6 ans, jusqu'au début des années 2000. Et puis après, je suis parti pour des raisons d'ordre privé. Et puis, en laissant d'une certaine manière tous les projets que l'on avait produits avec Périphérique, l'extension du campus de Jussieu, une salle de concert à Nancy, un certain nombre de projets comme ça. Et je suis reparti à zéro. Voilà, en disant, bah voilà, j'ai quand même une dizaine d'années d'expérience dans mon métier, mais je redémarre à zéro. Donc il y a une douzaine d'années, on va dire, 10-12 ans. À partir de ce moment-là, c'est posé le problème des références. Évidemment, prendre les références que j'avais produites avec Périphérique, qui étaient somme toute très intéressantes, reconnues, connues et reconnues, posait problème quand moi je les mettais dans mes dossiers de référence. Bien évidemment, on se demandait mais qui est-il, puisque on s'appelait sous ce vocable périphérique, les gens ne savaient pas trop qui était qui. Donc je n'ai pas pu utiliser ces références. Et il s'avère que par un certain nombre de circonstances, la première commande que l'on m'a faite, c'est finalement ma propre maison, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je me suis fait du coup mon propre commanditaire. Et puis de fil en aiguille, j'ai quand même déposé des dossiers, appelé quelques gens que je connaissais, et j'ai eu l'occasion de participer à ce concours fantastique qui était l'extension de l'hôpital Robert Debré, au Pré Saint-Gervais. Bâtiment fantastique réalisé par M. Riboulet. Et il s'agissait de faire une extension assez importante, de pas loin de 10 000 m² au bord du périphérique, avec un directeur à l'époque assez extraordinaire qui avait décidé de faire appel à des architectes qui n'avaient jamais fait d'hôpitaux. J'avais eu l'occasion d'aller le rencontrer, lui montrer le travail que j'avais un petit peu fait de mon côté, modestement. Et finalement, il a dit « Non, mais c'est très intéressant, on va essayer de vous mettre dans la liste des concurrents. » Et effectivement, avec d'autres architectes prestigieux qui n'avaient jamais réalisé d'hôpitaux, entre autres Yves Lion, mais aussi Lion du Besset, il y avait eu également Chex et Morel. Et puis, bingo, on gagne ce concours extraordinaire, avec comme principe de faire un grand bâtiment donc en L, qui venait assez judicieusement par rapport à la géométrie de Pierre Riboulet, en respectant la forme urbaine, mais avec un principe qui était déjà de dire ce bâtiment un jour va muter, donc on a pris comme modèle, et on le voit sur les plans ici à droite, le modèle du bureau. Donc avec une façade porteuse, avec des fenêtres tramées tous les 1,35 m, comme les bureaux, puisque vous savez que le bureau c'est 2,70 m, donc 1,35 m, et des noyaux au centre, et que des cloisons à l'intérieur. Pour pouvoir, les hôpitaux, on le sait, se transforment continuellement. Il y avait même dans le concours des espaces qui n'étaient pas encore attribués, dans la zone verte en haut. On gagne ce concours incroyable, concours public, avec
la PHP. Ça a été très compliqué. Ça a été d'autant plus compliqué que pendant 2 ans, on a fait un APS, c'est-à-dire à la suite du concours. Et puis, il n'y avait jamais de décision. Rien ne se décidait. On était payé très difficilement, vraiment très, très difficilement, puisqu'on nous disait, mais de toute façon, on vous paiera en retard, on vous paiera les intérêts moratoires. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, alors on était quand même très embêtés, et surtout que ce projet qui était conséquent, complexe, très complexe, nécessitait bien évidemment d'embaucher beaucoup de personnes. Et à chaque fois qu'on les appelait, ils nous disaient « vous inquiétez pas, ça va repartir, etc. » Pendant ce temps-là, évidemment, nos finances et notre fonctionnement interne fondaient complètement. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, je suis allé place du Châtelet voir la directrice en ouvrant ses portes sans rendez-vous, en lui demandant « mais qu'est-ce que vous faites ? Vous faites pas dites-moi la vérité. » Ça a été très difficile finalement d'avoir une réponse pour finalement, effectivement, abandonner ce projet pour des raisons d'ordre politique plus large sur l'orientation et la géographie des différents hôpitaux en Île-de-France. Alors ça a été terrible parce qu'on a frisé la faillite, mais quand je dis friser la faillite, c'est-à-dire que c'était véritablement les huissiers tous les 2 jours à l'agence, plus de quoi payer personne, évidemment de licencier toutes les personnes, il y en avait une dizaine qu'on avait embauchées pour réaliser un jour ce bâtiment. Donc ça a été une catastrophe, mais en même temps une très grande leçon. C'est-à-dire que finalement, attendre auprès d'un donneur d'ordre aussi important que la PHP, le fait qu'un projet se réalise, c'est totalement illusoire. Et ça, c'était donc dans les années 2006, puisqu'ils nous ont fait traîner jusqu'en 2010 dans cette situation-là. Parallèlement à ça, on s'est dit, on ne peut plus vivre de cette manière-là. Autre commande publique, alors là, par contre, qui était très intéressante, je parle de la commande publique. Première leçon, donc le Robert Debré. Deuxième leçon, si je puis dire, qui s'est quand même un petit peu mieux déroulée, qui est le hall du ministère de la Culture dans le bâtiment rénové par Francis Soler, que vous connaissez tous derrière le Louvre, bâtiment magnifique, où il s'agissait, après consultation, concours, de refaire le hall sur à peu près 800 mètres carrés, en lieu et place de l'open space qu'avait prévu Francis, qui était aussi dans le jury, et où en fait le ministère de l'époque, qui était entre autres Mitterrand, je me souviens plus de son prénom, Frédéric, voilà, voulait en fait faire un certain nombre d'espaces à l'intérieur de ce grand hall, des salles de réunion, mais aussi des salles pour faire de la gymnastique pour les fonctionnaires du ministère, ou faire des expositions, ce genre de choses. Tout petit budget, évidemment un chantier qui se faisait en milieu occupé, donc il y a à peu près 1000 fonctionnaires qui passaient tous les jours, matin et soir, à l'intérieur de ce hall, très complexe à mener, une administration très très lourde, un chantier qui durait, on avait une personne à poste tous les jours sur place pour suivre le chantier, ça a été très très dur. Très difficile à faire, à mettre en place. On l'a quand même réalisé. On a quand même essuyé 3 ministres. Si vous voulez, dans la durée, ça a été quand même assez dur et lourd à porter. Les honoraires étant aussi à l'avenant, si je puis dire. Mais bon, on a pu faire quand même un projet intéressant. Mais voilà, une autre expérience de commande publique, pourtant prestigieuse, de notre ministère de tutelle. Mais bon, ça a été très très dur. En même temps, on s'est dit, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que beaucoup d'architectes étrangers travaillent en France. Donc là, c'est une liste non exhaustive, évidemment, vous les connaissez tous. Et on s'est dit, mais quand même, c'est quand même bizarre. Tous ces gens-là, des Suisses, des Hollandais, des Allemands, etc., des Anglais, des Américains, et j'en passe, sont accueillis à bras ouverts en France, pour fabriquer des bâtiments qui, malheureusement, sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. Pourquoi ? Parce que le système français, les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Suisse, hein, bien évidemment. Je regardais, en fait, le musée que venaient de terminer nos amis Herzog et de Meuron à Metz. Hein, non, c'est pas Metz, c'est
le petit musée Colmar, voilà. J'ai fait le calcul parce que ça a été édité dans l'AMC, je crois. Je crois ils frisaient autour des 5 à 6 000 euros du mètre carré. C'est quand même assez... Alors je sais que Stéphane, il dit, mais c'est pas grave, mais je sais, c'est pas grave. C'est un bâtiment sublime. Bon, bah, en France, les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, à Colmar, ils ont réussi à les convaincre. Voilà, alors, enfin, il y a tous ces gens-là qui viennent, alors qui sont bien évidemment très importants aussi pour l'architecture en France et française. Ils donnent un coup de peps, hein, évidemment, confrontation, ils remettent en cause aussi un certain nombre de principes français. C'est très enrichissant. Nous, on avait même été avec Périphérique parmi les premiers à inviter des gens comme MVRDV, à faire des projets en France avec eux, entre autres sur le musée du Quai Branly, puisqu'on avait fait le concours avec eux, ce qui avait été quand même assez difficile. Hein. À la fin, on était quand même à coup de, pas d'avocat, mais presque, quoi. Enfin, c'était pour des histoires d'emplacement d'ascenseurs ou ce genre de choses. Bon, enfin, c'était quand même assez dur, mais très enrichissant, bien évidemment. Et puis, en fait, ces gens-là, ils viennent en France par la réputation de leur bâtiment, bien évidemment, de la qualité de leur architecture. Mais si on regarde un petit peu de plus près, on se rend compte que, paradoxalement, la majorité des projets qu'ils font dans leur pays sont issus généralement de la commande privée. Ça, c'est quand même dingue. Alors qu'en France, bien évidemment, toujours à cette époque, hein, dans les années 2000 et tout ça, même bien avant, tout ça, la commande privée, c'était tabou. Donc on le voit en haut à gauche, donc JDS avec à l'époque son ami Bjarke Ingels, à l'époque où ils étaient sous le vocable plot. Donc le bâtiment VM magnifique au Danemark. Big, bien sûr, aujourd'hui avec sa tour extraordinaire à New York. MVRDV avec le marché, Loma avec cette tour chinoise de la banque locale, je crois, évidemment nos amis Herzog & de Mans ici, Piano avec le Shard à Londres, Chipperfield avec un très beau petit bâtiment de bureau à Londres. Ce ne sont que des bâtiments de commande privée. C'est-à-dire que la réputation de ces gens-là, les L croquis qu'ils produisent, c'est majoritairement des bâtiments commandés par du privé, des commanditaires privés, des banques, des investisseurs, des promoteurs, tout ce genre de choses. Parallèlement donc à cette chute terrible que l'on vivait avec la fin de ce projet, enfin la fin qui se traînait de projet de la PHP, par hasard, on nous a invités à un concours de macro-lots sur le territoire de Boulogne-Billancourt, grand territoire, les anciens territoires Renault, par l'urbaniste qui s'occupe, je crois, encore actuellement de l'urbanisation de tout ce territoire, qui est entre autres Patrick Chavannes, que je voudrais remercier, qui nous a invités à venir en outsider complet produire un projet de macro-lot qui consistait à réaliser un peu plus de 150 logements, des bureaux, un gros projet énorme. Là aussi, en face de confrères habitués à ce type de commande, à nouveau chez Xé Morel, nos amis Combarel et Marek, Matteo, José Luis Matteo de Barcelone et d'autres, j'oublie. Là aussi, bingo, incroyable, on gagne ce concours de commandes privées, donc, puisque le promoteur était Nexity, qui a à peu près fait pratiquement tout l'ouest de ce grand territoire, de ce grand projet urbain, et qui donc, voilà, je me mets à travailler avec ces gens-là, que je ne connaissais absolument pas, puisque c'était véritablement la première fois que je travaillais avec des gens du privé. Alors là, grosse méfiance, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là ? En fait, il s'avère que j'ai commencé à comprendre que c'était des gens qui, bien évidemment, leur intérêt principal était majoritairement le budget et le fait de rentrer dans leur budget, justement, des soucis financiers, absolument, ça c'est sûr, mais avec une grande souplesse d'esprit, alors que je ne m'y attendais absolument pas. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, bien évidemment, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était principalement grâce aux rapports humains qu'on pouvait avoir avec le responsable du projet, telle ou telle personne, qui permettait de pouvoir faire des propositions
où, grosso modo, surtout dans ce type de ZAC qui était quand même bien maintenu par un service d'urbanisme qui était bien constitué, avec à l'époque Jean-Louis Subilo, qui était le grand ordonnateur de ce territoire, Patrick Chavannes, qui lui aussi invitait tout un tas de gens très différents, la ville aussi, la mairie qui à l'époque était tenue, je le dis bien comme ça, par monsieur Fourcade, un ancien ministre de Gaulle. Enfin bon, il y avait un espèce de mélange assez étrange, mais qui faisait que finalement, ils n'avaient pas vraiment d'a priori, tous ces gens-là. Ils étaient prêts à écouter et pourquoi pas à faire des choses différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, à partir du moment où il y avait des balcons. Donc il fallait des balcons, ça c'est sûr. Bon, pourquoi pas, allons-y, faisons des balcons. Mais par ailleurs, avec Nexity, on s'est rendu compte que le contrat qu'on avait, contrairement avec une commande publique, où vous savez, c'est la loi MOP, on a une commande et un contrat de conception et de réalisation, puisqu'on doit suivre et on est responsable du chantier. Là, avec les promoteurs privés, c'était pas le cas. On faisait que la conception, la réalisation nous échappait. Alors là, panique à bord, on n'avait jamais fait ça, nous qui aimions faire les détails, ce genre de choses très précises, à notre manière, comme un meuble, voilà, là c'était plus le cas. Donc on s'est dit, il faut faire des bâtiments très simples avec 3 détails. Au moins, ceux-là, on va essayer de les faire bien, mais pas plus. Alors les 3 détails, c'était, comme vous le voyez, les encadrements de fenêtres. Mine de rien, c'était assez complexe de faire ça. Pourquoi? Parce que le volet roulant, on l'a mis à l'extérieur, se dérouler, non pas à l'intérieur, comme un grand masque, comme un grand tableau. Cette matière, donc on construisait en béton, relativement peu cher. On a trouvé une peinture industrielle allemande qui est un métallocryl, c'est-à-dire que c'est une peinture un peu comme du miel, si je puis dire, au niveau de la texture, un peu de l'épaisseur, mais métallisée. Donc ça, c'était le 2e détail. Et le 3e détail, comme vous le voyez, c'est que tous les bâtiments avaient des bords arrondis, avec une courbure, bien évidemment, qui était le même rayon sur chaque bâtiment. Voilà, avec ça, la même fenêtre, l'arrondi, la matérialité, en plus les fameux balcons, on s'est dit on va pas se planter avec ça. Alors c'était le cas, parce que finalement très vite on a pu s'infiltrer non pas à suivre le chantier, la responsabilité du planning, finalement tout ce qui nous ennuie, mais à aller travailler avec les sous-traitants qui fabriquaient, qui le cadre, qui posait la peinture, qui les balcons, etc. Et là, on a pu, du coup, vraiment dialoguer avec ces gens-là, Nexity nous laissant faire tout ce qu'il fallait, responsable, pas véritablement responsable, mais nous laissant mettre au point tout cela, et qui a pu permettre, effectivement, de réaliser cette opération, qui, du coup, a été remarquée par la revue AMC, qui nous a mis dans le prix, enfin, dans les équipes pouvant être primées à l'équerre d'argent, ce qui était d'une certaine manière une grande première, puisque c'était la première fois que des promoteurs privés étaient remarqués par un prix du monde de l'architecture. Alors malheureusement, on n'a pas eu le prix pour X raisons, parce qu'il y avait sûrement d'autres projets mieux, c'était dans les années 2010, à primer. Mais c'est vrai que quand on a fait la présentation auprès des journalistes et qu'on leur a dit qu'on n'avait pas fait le chantier, alors là c'était rédhibitoire, quoi. Là c'est pas possible, un architecte doit faire le chantier. Les mentalités, je pense maintenant journalistiques, ont un petit peu évolué, mais là c'était pas possible de donner l'équerre d'argent à quelqu'un qui n'avait pas fait son chantier. Néanmoins, le résultat est là. Alors, ce projet a eu pour nous, donc, première fois qu'on rentrait dans le monde de la commande privée, une audience absolument dingue. Alors on se demandait pourquoi. Alors évidemment, le projet il a beaucoup plu. Il y avait même un blog des habitants qui disait que enfin un bâtiment qui est comme les images du concours, c'est vraiment comme ça. On nous a appelés pour mettre les stores, ban et ce genre de choses. Très accepté par tous ces gens-là. Néanmoins, enfin, justement grâce à ce projet, on a été tout de suite sollicité par plein d'autres promoteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces gens-là restaient 2, 3, 5 ans dans leur boîte, chez Nexity par exemple,
mais ils avaient fait les mêmes écoles que leurs confrères qui étaient chez Eiffage, Vinci, Bouygues, etc. Et qu'en fait, ces gens-là, ils ont un système de fonctionnement entre eux, qu'on ne connaît pas nous obligatoirement, nous architectes. Nous, les architectes, on est entre nous, mais eux, ils sont entre eux. Ils se connaissent tous, et donc ils se donnent des nouvelles, des infos. Ah ouais, avec machin, ça se passe bien, c'est bien, on arrive à faire des choses, etc. Et du coup, on a été ensuite appelés par d'autres promoteurs pour faire des projets, parfois, mais pas toujours en concours, mais sinon carrément en commande directe. Donc ce qui change complètement la donne, bien évidemment. Là, je vais parler un petit peu de la manière dont on fabrique les projets autour de ce système de commande privée, et en essayant d'expliquer à ces gens-là, avec des mots très simples, ce qui nous intéresse dans la fabrication des projets. Sans fabriquer obligatoirement des projets contextualistes, mais en tenant compte d'une certaine façon du contexte, et que nous, on va appeler plutôt les lieux. Parce que finalement, le contexte, c'est un terme qui est un petit peu, qui a été beaucoup utilisé, un peu déformé. Quand on dit qu'on fait du contextualisme, tout de suite on nous range dans une certaine catégorie. Quand on dit qu'on n'aime pas le contexte, voilà, on est pris pour Coulas qui a eu le malheur de dire fuck the context. Bon, bref, du coup, parlons des lieux. Parce que les lieux, c'est aussi bien, comme vous le voyez en haut à gauche, un lieu intérieur, comme cette ferme où j'ai eu la chance d'aller en vacances en Sicile, voilà, le lieu où on débarque, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des environnements industriels, comme la transformation de cette usine extraordinaire, entre autres par l'OMA, mais avec des bâtiments existants d'une force incroyable. Ça peut être bien sûr un paysage que l'on voit en prenant le train, ou un château, ou ce genre de choses. Ça, c'est des images qui, étonnamment, leur parlent. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'intéresser à la couleur du ciel, ou du canapé, ou à l'ambiance générale. C'est ce qu'on a eu enfin, c'est ce qu'on a testé autour des lieux. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est toujours le lieu existant, l'état existant, et comment après on arrive à transformer, transcender, transfigurer, bref, les lieux sur lesquels on intervient. Là, c'est le projet effectivement dont parlait tout à l'heure Francis, ce projet, encore une fois, d'un commanditaire privé, cette fois-ci au Danemark. Concours aussi incroyable, improbable. 4 agences d'architectes européennes se réunissent, une agence danoise, Sebra, sur place, une agence hollandaise, Search, mais Search d'Amsterdam, Julien De Smet, donc de Bruxelles, mon ami Julien, que j'avais croisé dans une conférence à l'étranger, et moi-même. L'idée était de construire 200 logements, un concours aussi avec des gens connus autour de ce site, fantastique, au bord de l'eau. Aarhus, c'est une ville qui se trouve à peu près au milieu du Danemark, hein, dans la grande presqu'île du Danemark, au milieu, mais sur la côte est, face à la Suède. Un ancien port qui est transformé, qui va être urbanisé. Le maire, moyenne d'âge 26 ans, un mandat, 5 ans, ce monsieur, je crois qu'il était enseignant. Donc là-bas, il n'y a absolument pas de professionnalisme de politique locale, si je puis dire. Ce sont des citoyens qui font de la politique pour faire bouger leur ville ou autre. Et la chance de remporter ce concours, donc sur un système d'iceberg, de bâtiments pyramidaux, tronqués, suivant un plan assez savant en fonction de la luminosité et de la course du soleil. Et puis surtout une seule écriture. Donc c'était pour nous une grande première, mais je pense aussi une première européenne où voilà, 4 architectes invités à concourir se réunissent et décident d'écrire un projet à une seule main, d'une certaine façon. Alors avec plein de propositions chacun. On est allé 15 jours en fait au Danemark faire un énorme workshop, comme on disait là-bas, très bien accueilli par l'équipe danoise, l'équipe Sebra, C-E-B-R-A. Je vous conseille de voir ce qu'ils font, c'est assez surprenant là-bas. Donc une agence à peu près de 1000 mètres carrés, ils étaient à peu près 40, des gens pas connus, incroyables, et qui font des projets comme ça, qui nous ont accueillis, hébergés, voilà, une tentative d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu aussi la crise de 2008,
Donc le projet s'est arrêté, finalement repris par un autre promoteur privé et réalisé comme on l'avait dessiné, le chantier étant bien évidemment suivi plutôt par l'équipe danoise et nous venant de temps en temps voir tout ça se monter de manière fantastique. Les parois sont en béton préfabriqué, blanc, avec l'isolant intérieur. Les menuiseries sont à l'extérieur. Enfin, une qualité incroyable de mise en œuvre, de précision, de réalisation que l'on a du mal à trouver en France, avec en plus un prix, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est la vérité, de 1 200 € du mètre carré construit, hors taxe. Un autre projet aussi sur le site, hein, sur les lieux. L'école des Beaux-Arts de Valenciennes qui date un petit peu, mais voilà le contexte sur votre gauche. Les anciens bureaux Usinor de Valenciennes, un bâtiment de 5000 m². Ma dernière vraie grosse commande publique, si je puis dire, donc qui remonte à 10-12 ans. Concours aussi remporté sur présentation de projets avec un oral. Transformation donc de ce bâtiment. Là, donc, École des Beaux-Arts de Valenciennes, École nationale des Beaux-Arts de Valenciennes, École supérieure des Beaux-Arts de Valenciennes, plutôt, j'aime bien dire supérieure, 600 € du mètre carré, pour faire 5000 m². Donc là aussi, une stratégie à mettre en place. On remplace le toit en zinc, avec des entreprises du Nord, absolument génial. Il faut savoir que ce chantier, bien qu'il soit un bâtiment public, financé par la ville de Valenciennes. Il n'y a pas eu un compte-rendu de chantier. Ça s'est fait que à la parole et à la claque dans la main. Donc, des options à mettre en place économico-esthétiques, hein, c'est ce que j'appelle l'économie esthétique. Changer le toit, changer les fenêtres. Toutes les salles de cours, donc blanches, résine au sol blanche, plafond, chemin de câble pour la lumière et les câblages des ordinateurs. On voit ce qui se passe avec la salle en haut à droite. Après, bien évidemment, c'est une école des beaux-arts, donc c'est investi par des artistes, donc ça marche très bien. Et puis, identifier 4 lieux spécifiques à l'intérieur. La cafétéria, en bas à droite, lieu très important où les gens se réunissent. La bibliothèque, l'amphithéâtre, où là, on va mettre plutôt 1000 € au mètre carré. Par ailleurs, au reste, où on va mettre plutôt 400 € au mètre carré. C'est d'une certaine façon pour contrebalancer ces fameux 600 €. Voilà, économie esthétique, mais voilà, avec très très peu de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Un autre projet de commande privée, cette fois-ci, toujours avec la problématique du lieu. Donc on voit bien Waterloo, petite ville de Belgique, voilà, là où il y a eu la bataille, bien évidemment, fatale à Napoléon. Une petite fermette de l'époque, en briques, une extension de maison pour un ami collectionneur, une petite extension de 50 m², mais pour faire en fait son musée, puisque c'est un collectionneur de photos et de dessins. Là aussi, un travail sur l'avant, l'après, le jardin extraordinaire au-dessus, où la maison vient s'insérer à l'intérieur de ce site, avec des moyens assez modestes, si je puis dire. Construction en bois, isolation en tissu, insufflé, voilà, juste ce qu'il faut, en transformant le lieu tout en le conservant d'une certaine manière. Un projet sur lequel on est en train, alors là aussi une commande privée, un concours très intéressant, toujours avec Nexity, une ancienne caserne de gendarmerie dans le 16e arrondissement à Paris. Capacité, donc le but de l'opération qu'on nous a donné, c'était de trouver 10 000 m² pour faire que du logement. Ce qui est assez étonnant dans cette commande, c'est que en fait, le logement en accession ne représente qu'à peine 30% de cette opération sur 10 000 m². Tout le reste est du logement social. Là aussi, c'est pour ça d'où le terme d'une certaine façon ubérisation. En fait, on se rend compte par la pratique de logement qu'on fait majoritairement à l'agence, c'est que c'est désormais majoritairement le privé, les commanditaires privés, les promoteurs privés, qui fabriquent le logement social, en l'occurrence à Paris, en région parisienne et voire ailleurs,
sous forme de VFA. Vous connaissez ça? C'est-à-dire qu'en fait, là, on travaille principalement pour Nexity, qui est le mandataire du groupement, pour l'ensemble des logements, de l'opération, du suivi du chantier. Mais en fait, dans le bâtiment, il y a à peu près une centaine de logements pour la RIVP à l'intérieur. Il y a une cinquantaine, soixantaine de logements, je crois précisément, pour la CARAC, qui est en fait une caisse des retraités des anciens combattants. Et il y a encore une partie pour du logement social pour un autre en fait, opérateur public. On se rend compte que dans une opération comme ça, finalement, majoritairement, c'est du logement social qui est fait, qui est proposé, qui est réalisé par un promoteur privé. Pour la petite histoire, ce qui était intéressant, c'est que ça, c'était un bâtiment, donc un concours qui a été lancé par l'État, par les domaines, et donc qui était un projet qui a été lancé donc par les domaines, je me répète, excusez-moi, dans le but de trouver le meilleur investisseur, bien évidemment. Donc il y avait tous les promoteurs de la place de Paris, et voire même, je crois, un peu plus loin en Europe, qui sont venus donner la meilleure offre pour la réhabilitation, transformation de ce bâtiment. Alors il y avait deux manières évidemment de procéder sur ce programme-là, sachant qu'on est dans le 16e arrondissement, que comme on l'a vu dernièrement encore, le logement social est totalement tabou. Moi j'ai proposé à Nexity le fait de dire on conserve le bâtiment, on conserve cette façade et l'aspect général du bâtiment, sinon on n'aura jamais le permis de construire. On réalise enfin une autre opération dans le 14e. Avec les recours, on a perdu 4 ans quand même, hein, ça faut savoir ça. Donc là, on leur a dit dans le 16e, si vous voulez que le projet se réalise, gardons le bâtiment tel que. Ce qui a plu d'ailleurs apparemment au domaine, et le chantier est en cours, là on voit quelques photos là, du démarrage. C'est effectivement l'attitude qu'il fallait avoir. Alors c'est une transformation, on a l'impression que c'est le même projet, mais pas tout à fait. Bien évidemment, les planchers ne sont pas au même niveau, donc les fenêtres sont très différentes. On réutilise notre système de fenêtres de cadre, de fenêtres au nu ou en creux, en suivant l'aménagement qu'il y aurait à l'intérieur. À l'intérieur, on a une intervention plus contemporaine, mais en même temps baroque. On va travailler avec justement le jeu des dessins pixelisés d'une certaine manière que faisaient nos ancêtres au 19e siècle avec la brique. Voilà, un espèce d'ensemble un peu étrange. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au moment du permis de construire, on n'a eu qu'un seul recours gracieux parce qu'il nous manquait une place de livraison. C'est tout. Le projet, il n'a pas été attaqué. Il a été réalisé. Donc là aussi, le privé, finalement, il nous a écoutés. Il a dit pourquoi pas, tentons cette expérience. Ça a fonctionné. Un autre projet aussi très intéressant, un petit concours à nouveau lancé par Nexity. Décidément, il nous aime beaucoup. Entre 3 architectes pour réaliser une tour. Moi, je connais très peu quand même de commanditaires publics qui commandent une tour à la Défense, de logement en plus. Alors c'est une tour de logement, je tiens à préciser, c'est-à-dire que c'est une tour à dernier plancher à 50 mètres, puisque c'est la règle, sinon on passe en IGH, hein, immeuble de grande hauteur, et alors avec beaucoup plus onéreux au niveau de la gestion de l'immeuble. Mais bon, voilà, on arrive, parce que la maire de Puteaux, Madame Secaldi-Reynaud, un personnage assez étonnant, qui terrorise tout le monde, parce que sa ville, elle la veut néo-haussmannienne, un peu comme Walt Disney. Mais bon, là, il s'avère que le territoire était quand même sur le territoire de la Défense, le terrain sur lequel on travaillait, qui est un petit terrain triangulaire, qui était pour l'instant jamais construit. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y a en fait 2 énormes métros qui passaient en dessous, qui se croisaient. Donc l'infrastructure est... Donc la tour fait à peu près 70 mètres de haut quand elle émerge, mais il y a à peu près 50 mètres de profondeur de fondation très complexe en dessous. Alors, projet super intéressant. Pourquoi? Parce que programmatiquement, c'est une des premières tours de logement mixte. C'est-à-dire que le socle est constitué de logements étudiants avec au-dessus des logements dits en accession.
Chose aussi assez intéressante, c'est que ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de construction de logement à la Défense. Donc c'est le premier bâtiment de logement réalisé sur le site de la Défense. En fait, il y en a deux concomitamment, puisque en face, il y a Farshid Moussavi qui construit pour les nouveaux constructeurs justement des logements en face de nous. Donc voilà, c'était très nouveau, mais enfin une tour, une forme de tour, disons, c'était une grande première. Là aussi, du jour au lendemain, on m'appelle, ça t'intéresse, un concours de tours de logement, veux-tu le faire? Oui, bien sûr, vous avez un mois pour faire ça, donc dans des délais très très courts, bien évidemment. Faites-nous une proposition, maximum de surface, enfin bon, comme d'habitude. Donc là, on propose un bâtiment qui est légèrement déhanché, je ne sais pas si on le voit bien là sur l'image de droite, d'une forme issue des contraintes, c'est ce que j'appelle une forme objective, c'est-à-dire que finalement la forme de cette tour, c'est les contraintes accumulées qui entouraient complètement le bâtiment. Une forme au sol triangulaire, une grande colonnade assez aussi innovante puisqu'elle fait 25 mètres de haut. C'est vrai que les colonnes, on n'a plus trop l'habitude d'en faire. Du coup, on s'est amusé à faire un peu l'histoire des poteaux de l'époque contemporaine, moderne, je dirais plutôt. Le poteau carré, le poteau rond, le poteau en croix, missien, le poteau en V. Voilà, on a fait toute une collection de poteaux. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que c'est Bouygues qui construit cela. Évidemment, donc nommé par Nexitis. Nous, on ne fait pas partie de l'appel d'offres, hein, c'est leurs affaires. Quand même, on arrive à dialoguer avec ces gens-là. Et on s'est dit, super, Bouygues, les numéros 1 européens, voire mondiaux, enfin tout du moins très haut du béton, ils vont nous faire des poteaux en béton. Eh ben non, c'est raté. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils sont allés chercher des fondeurs portugais qui fabriquent habituellement des porte-containers pour les réaliser en acier et dans lequel on va couler du béton à l'intérieur. Un autre projet aussi, là justement d'ordre privé, puisque c'est ma propre maison, j'aime bien montrer quand même le contexte dans lequel on a réalisé cette petite opération. Voilà la rue telle qu'elle était quand on a acheté cette ruine. C'est là où il y a l'étai. Hein. Ça faisait 15 ans qu'il y avait un étai dans la rue avec ce bardage dans cette petite rue. Il faut savoir que cette rue, elle est juste à côté de la mairie de Montreuil. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment à côté de l'édile. Et voilà, c'était dans cet état-là. Aussi une histoire très étonnante, encore une fois, de rencontre avec des gens privés. Je dépose un permis de construire pour ma propre maison, qui est une maison, donc je pense que j'en ai déjà parlé, une maison particulière puisque il y a 2 niveaux d'habitation et au-dessus, il y a un gymnase de 10 mètres de haut pour pratiquer le trapèze, maison trapèze donc. Parallèlement à ça, quand je dépose le permis de construire, un petit promoteur de Marmande, qui a eu mes coordonnées par les gens de la mairie qui m'avaient rencontré pour le dépôt de ma maison, me demande si ça m'intéresserait de réaliser des logements sur la parcelle juste d'à côté, donc ce qu'on voit sur la gauche. Alors bien évidemment, alors c'était une aventure terrible, le fait d'être soi-même architecte, promoteur, financeur et de driver les constructeurs, je vous assure, c'est pas facile, quoi. Et pourtant, on était là, bien évidemment, vous imaginez bien, très souvent sur le chantier. On a essuyé des faillites, le constructeur voulait plus finir les travaux. Enfin bon, voilà, tout nous est tombé dessus. Comme toute expérience, bien qu'on soit du métier, ça a été très très dur. Hein. J'allais même acheter des fois du fil électrique parce qu'il n'y en avait pas assez pour passer dans les câblages, dans les logements. Enfin bon, voilà, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Un autre contexte aussi assez intéressant, c'est le projet qu'on est en train de terminer dans le 14e, dans cette grande pénétrante qui part de la porte d'Orléans et qui rentre à l'intérieur de Paris du côté de la place d'Enfer-Rochereau. C'est le boulevard, je ne me souviens plus, mais ça va me revenir. Voilà, un grand axe nord-sud de pénétrante et de sortie de Paris. L'appareil aussi, le concours qui nous a sauvés justement de la faillite à la suite de notre aventure avec la PHP,
pareil, un coup de fil, oui, 28 août, je me souviendrai toujours, toute ma vie, sortie de vacances, en me demandant mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus rien, j'ai des dettes, qu'est-ce qui se passe? Et cette aventure incroyable de cet ami, qui est devenu un ami évidemment, de chez Nexity, qui m'appelle en disant il y a un concours de logement dans le 14e, il s'agit de construire à peu près 130 logements, waouh, génial, sur la petite ceinture. Comment ça, sur la petite ceinture? Sur les rails de la petite ceinture. Puisque, comme vous le voyez en haut à gauche, il y avait en fait une partie, donc un tronçon donc, de cette voie roulante, hein, puisque la petite ceinture appartenant au réseau Français de France, RFF, pour certaines parties, bizarrement, autour de Paris, en l'occurrence dans le 14e, nous ont mis les bâtons dans les roues, si je puis dire, puisque on devait construire sur cette voûte, sur ces rails, mais en imaginant pouvoir faire rouler un train, et je vous assure que c'est la vérité, pouvant transporter un canon de type Grosse Bertha. Voilà, ça c'était le truc. C'était le cahier des charges, bien évidemment, du début du siècle, hein, puisqu'on avait peur que Paris puisse être... Mais c'était exactement ce cahier des charges-là qu'on a eu. Donc il fallait maintenir la voûte, la renforcer, construire par-dessus, avec ce cahier des charges-là. Ce qui est très bizarre, c'est que 500 mètres plus loin, dans le 15e, là par contre, c'est pas du tout ça. Là, ça va être au contraire... passant, traversant, il va y avoir des jardins, enfin vous voyez, bon, c'est vraiment très bizarre. Alors nous on est tombé là-dessus, c'était complexe. Alors un projet passionnant, donc beaucoup de logements, un bâtiment donc sur la rue de Coulmiers, donc qui est dans la continuité de cette voûte, constituée de plusieurs bâtiments avec une écriture différente, etc. Je vous montrerai ça un peu plus loin éventuellement. Et puis à un endroit, 8 logements comme ça en petite tour, le long de ce grand boulevard. Et puis encore plus loin, encore un autre petit bâtiment. Alors pour la petite histoire, ce qui était drôle, c'est qu'on a réussi à sortir ce projet dans les mètres carrés qu'on nous demandait, encore une fois pas loin de 10 000 mètres carrés quand même, mine de rien, et ça avait déjà fait l'objet de plusieurs consultations, on a su ça après. Roland Castro à un moment donné a travaillé là-dessus, d'autres architectes aussi, enfin bon. Donc un concours qui nous tombe dessus au moment où on allait fermer boutique, si je puis dire, et que l'on gagne. Oh, formidable. Alors, il faut savoir quand même que le cahier des charges, c'était faire le projet en 15 jours, trouver les mètres carrés, donc évidemment dans le PLU, avec une prime de 5 000 €. Eh bien, je vous assure qu'à un moment donné, on s'est dit, il faudrait peut-être mieux qu'on perde pour avoir les 5 000 €, tellement on était mal, quoi, à ce point-là. On gagne, fantastique, mais quand on gagne avec des gens comme ça, on ne leur dit pas qu'on est en train de faire faillite. Donc il a fallu que je motive des jeunes avec moi qui ont bien voulu accepter pendant 2-3 mois de travailler, non pas gratuitement, mais en leur disant que vous serez payés plus tard, pour sortir, pour faire bonne figure auprès de ces gens-là, qui n'ont rien vu. On leur a dit après, on leur a expliqué quand même que grâce à eux, on a pu s'en sortir. Mais voilà, la réalité, c'était ça, quoi. Donc des gens finalement qui nous ont quand même aidés, quoi, parce qu'il faut quand même bien l'admettre, et qui nous ont permis de faire un projet voilà, assez étonnant, surprenant, avec cette écriture qu'on avait déjà mis en place avec eux sur Boulogne, parce que c'était avant, et qui nous ont fait confiance. Il a fallu quand même convaincre l'architecte des bâtiments de France, ça n'a pas été facile, enfin bon, voilà, une aventure. Le projet donc a démarré autour de 2009-2010 au niveau des études, et vous voyez, on est en 2016, on arrive, a priori on doit le livrer à la fin de l'année. Un autre projet aussi, cette fois-ci pour la RIVP, un ancien garage transformé en logement. Voilà, comment on fait en sorte de pouvoir passer d'une architecture que j'adore, hein, malheureusement qu'on a été obligé de démolir, beaucoup de pollution. Donc le projet 27 logements publics, c'est le dernier concours public qu'on ait gagné, je crois, il y a 3 ans. Malheureusement qui n'a pas démarré parce qu'il y a des problèmes de pollution. Alors un autre projet aussi absolument génial, à la suite du projet de Boulogne, comme je vous disais, ce projet a eu beaucoup d'impact, même à l'étranger, puisque la mairie de Stockholm est venue le visiter et nous a proposé de venir concourir dans leur ville
Alors ça a été absolument incroyable, ça. La ville de Stockholm avec un très gros investisseur à qui appartenaient les bâtiments sur la gauche, là, que vous voyez, l'espèce de grande tour un peu années 70, sur un terrain d'1 hectare pour construire 600 logements. Donc je vous assure que c'est extrêmement dense. C'était un travail très intéressant sur l'hyperdensité. Et on m'a appelé en me disant, voilà la chose suivante. Monsieur Paillard, on aimerait bien. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un concours? Bon, vous serez dédommagé, le voyage, l'hôtel, il y aura un fee, donc un dédommagement conséquent. On veut savoir si vous acceptez de concourir. Bien sûr. Alors j'ai dit oui, mais vous pensez à qui pour les autres concurrents? Ah bah Rem Koolhaas. Ah bon, très bien, alors ça me motive d'autant plus. Et le troisième, ah bah ça sera un Suédois, mais c'est pas très grave. Donc est-ce que vous acceptez? Alors évidemment, on s'est dit, Rem Koolhaas, quand même, là on va y aller. Opportunité géniale. Évidemment, un peu comme à son habitude, c'est dommage, Monsieur Rem Koolhaas a décliné parce qu'il venait de gagner une tour justement à Stockholm, en bois apparemment, je crois qu'il est en cours de construction. Mais bon, on était quand même assez chaud pour réaliser ça. Alors ça nous a permis en fait de travailler sur des formes bâties, dont je vais parler après, particulières, tout un travail aussi sur le système des ouvertures, puisque vous imaginez bien, à Stockholm, il ne fait pas jour comme nous, avec la même qualité d'ensoleillement, tout un travail sur une gradation des ouvertures en haut, justement, paradoxalement au sud. On a travaillé avec des ingénieurs très intéressants, très peu ouverts, par contre très très ouverts au sol, un travail aussi de tours et de bâtiments plus bas en fonction de l'ensoleillement, un travail sur l'hyperdensité, ça me passionne puisque même je fais travailler mes étudiants à l'école de Nantes sur cette thématique-là, mon studio s'appelant en anglais Density is Home avec un point d'interrogation, est-ce que la densité peut être de l'habitat? Voilà, c'était une manière de travailler sur cette thématique-là. Notre travail, donc, comme vous l'avez peut-être vu, s'intéresse beaucoup donc aux lieux, mais bien évidemment aux formes. Et de notre point de vue, il n'y a que deux manières de faire de l'architecture. Il y a la manière, donc, en utilisant des formes fortes comme celle que je montre sur la gauche, bien évidemment le bunker que vous connaissez bien, mais aussi des bâtiments comme ce petit bâtiment d'angle de l'époque Louis XIV, juste à côté du ministère de la Culture, justement. Une petite maison accrochée en Bretagne, tout en pierre, monomatière. Un château grec sur une des îles grecques. Et nous, ce que l'on essaye de faire, ça c'est en gros une espèce de panel de quelques-uns de nos projets que l'on fabrique à l'agence, c'est plutôt sur cette thématique-là que l'on travaille. C'est-à-dire de creuser en fait une forme épaisse. Parce que pour moi, comme je le disais, il n'y a que deux manières de fabriquer de l'architecture. Soit celle de gauche, soit celle de droite. C'est-à-dire le bunker creusé, la forme forte, le bâtiment unitaire, un peu iconique, qui va recevoir bien évidemment différents programmes, mais pourquoi pas du logement. Et puis, l'autre manière, la maison domino, les poteaux, dalles, escaliers, avec évidemment... pour moi, un des plus beaux bâtiments, le pavillon de Barcelone, mais aussi ce que fabrique aujourd'hui, mais dans le bon sens du terme, hein, de la fabrication, nos amis Anne et Jean-Philippe Lacaton-Vassal, par exemple, où on voit bien la dalle, des éléments rapportés du commerce, entre guillemets, des baies vitrées Tecnal, des garde-corps, ce genre de choses. Et je pense qu'il n'y a que ces deux manières de faire. Alors après, ça peut être... dessiné de différentes manières, mais dès qu'on commence à mélanger les deux, c'est à mon avis justement ce qui caractérise peut-être l'image qu'ont les étrangers de l'architecture française, c'est-à-dire le mélange de genres, quoi. Alors que si vous regardez bien finalement nos amis étrangers, ils sont soit dans une catégorie, soit dans l'autre, mais ils font pas de la mixité comme ça. Bon, c'est mon point de vue que je partage avec moi-même. Donc voilà quelques projets que l'on fait. Donc c'est toujours... Alors évidemment, parfois c'est légèrement décalé, mais c'est quand même cette idée de travailler la forme, de la creuser,
de lui ajouter éventuellement des éléments, mais le moins possible. Comme par exemple ici, ça c'est effectivement tous les projets, je crois sans exception, ouais, qu'on est en train de construire actuellement. Très peu de toits, bon, sauf un à gauche, là où on en est peu fier, mais le maire voulait absolument sur ce bâtiment un toit, alors bon, faisons un toit, pourquoi pas, hein, on n'est pas contre les toits. Un travail aussi sur le plan, parce que ce qui est assez intéressant avec ce travail sur la forme donc dite objective, liée aux contraintes des prospects, etc., donc la forme maximaliste, comment finalement dans ces formes, on arrive quand même à fabriquer du plan, mais du plan en plus de logement. Hein. Donc j'ai pris bien évidemment en référence le travail de Jacques Lucan, sur son analyse assez fine sur justement ces plans pleins d'une certaine façon, continus, comme on voit à gauche, où on reconnaît certains projets plutôt suisses, hein, on va dire ça comme ça, et qui sont ensuite creusés de l'intérieur de différentes manières. Comment on arrive à faire dans nos projets de logement? Alors, évidemment, ils sont, comme on le voit là, finalement, rien ne dépasse, quoi. C'est à chaque fois dans ces formes-là, et c'est ça aussi qui nous plaît, hein, parce que ça fabrique des bâtiments un peu normaux, mais légèrement décalés, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'aspect qu'on va en voir, en vrai, il nous semble normaux, ces bâtiments, mais légèrement différents, légèrement décalés, d'une certaine façon. Donc on voit, voilà, un grand plan de triangulaire, c'est la fameuse tour triangulaire. Comment on arrive à tourner en fait un système très rationnel. L'idée, c'est aussi que tout ça soit constructible, que ce soit réglé, même si par moment il y a du dérèglement, puisque c'est ça qui, à mon avis, annonce ou précise le fait de la règle, c'est quand ça commence à se dérégler. Voilà, par exemple, à droite, c'est les différents bâtiments qu'on a proposés à Stockholm. Donc c'était très intéressant cette recherche, parce que j'ai demandé aux personnes qui travaillaient à l'agence de rechercher sur le plan de Stockholm des formes iconiques, des bâtiments en cercle, des bâtiments en croix, triangulaires, etc. Et je vous assure, on les a tous trouvés sur le plan large. Et à partir de là, on a essayé de démontrer auprès de nos Suédois que, en fait, on venait d'une certaine manière s'insérer de manière douce sur leur site grâce aux formes qu'on avait trouvées par ailleurs dans la ville. Des formes construites et habitées. Évidemment, la part aussi qui est très importante pour nous, hein, issue de l'école Boulle, ayant fait des meubles, etc., c'est la matérialité. Les matériaux, la matière. Alors évidemment, ce que je montre à gauche, c'est l'idéal. C'est-à-dire la matière brute, la pierre, le naturalisme, la nature qui envahit évidemment la pierre, qui envahit la roche, voilà, ce naturalisme-là, quelque part, je suis peut-être un peu classique, mais c'est quand même ça qui m'attire, qui me plaît. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est ce que je montre à droite, c'est les quelques exemples de matérialité que l'on propose dans nos bâtiments. Bah, on ne peut pas faire ce qu'on a à gauche, là, malheureusement, mais on va essayer, pourquoi pas, d'en tirer des teintes, des impressions, des lumières, voilà, à travers les bâtiments que l'on réalise. Donc nous, on aime bien aussi, comme vous le voyez là, essayer de rester dans un même principe, énoncé précédemment, mais de faire une variation, une collection d'une certaine façon. C'est-à-dire finalement à partir d'un mur, d'une fenêtre et d'un accessoire qui peut être un balcon, il y a plein de manières de le faire différemment. Toujours dans cette idée esthétique qui rappelle quand même un petit peu ce qui se passait avant, quoi, d'une certaine façon. Voilà, tout un exemple effectivement d'écriture différente, de matérialité en métal, en terre cuite, en béton bien sûr. Tout ça nous amène bien évidemment à la façade au travail de voilà, comment on organise ces différents éléments, comment on traite, puisque on se rend compte, puisque je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais vous l'avez sûrement compris, la commande majoritaire de notre agence, c'est de faire du logement. On ne fait que ça. Avant, on arrivait à faire des équipements publics, et ça, c'était dans une autre vie. Peut-être à cause ou grâce aux
projet de Boulogne, on est maintenant catalogué logement. Alors, c'est très intéressant, on peut le voir comme on essaye de faire varier le même thème, mais c'est quand même répétitif, hein, on peut bien le dire. D'où l'idée de travailler sur la répétition et la variation également en façade. Alors, la façade, pour nous, c'est quand même très important. Je sais que pour certains architectes, oui, mais c'est du formalisme, etc. Mais enfin bon, c'est quand même ce qui reste dans l'espace urbain à la fin, quoi. Alors évidemment, les habitants aussi, ils sont sensibles ou non à leur façade, mais c'est quand même ce qui reste dans la ville au moins 50 ans, voire plus, bien évidemment. Donc là aussi, c'est tout un travail sur comment utiliser la même fenêtre en la répétant, en la déformant légèrement, en la positionnant aléatoirement, mais non pas parce que on veut faire de l'aléatoire, c'est parce qu'en fait, chez les promoteurs, on nous dit souvent, dis donc Coco, au deuxième étage, tu vas me mettre un 2 pièces, puis au-dessus un 4 pièces, et puis après un 3 pièces, mais dans l'angle. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que chez les promoteurs, la notion de logement, c'est aussi l'idée du produit. Le produit, c'est au deuxième étage, c'est mieux de vendre un 2 pièces et puis de mettre les 4 pièces en haut. Sauf que rationnellement, les gaines, il faut les faire passer quand même. Enfin, c'est compliqué aussi à construire d'une certaine manière. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que les fenêtres, généralement, on les axe principalement dans la pièce. Comme les pièces changent d'un étage à l'autre, les fenêtres, elles changent. Quand elles ne changent pas, c'est que justement, il n'y a pas de variation. Donc, ça montre quand même une richesse finalement infinie de dispositifs à partir justement de ces 3-4 éléments qu'on a mis en place avant. Et ce qui nous fait arriver à la fenêtre. Parce qu'au bout du compte, malheureusement ou heureusement encore une fois, le plan, il est quand même très formaté chez les promoteurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer la poudre. Je sais qu'il y a bientôt, Francis me disait, une conférence très intéressante avec Nicolas Michelin et Frédéric Monjanel sur la thématique du logement. Et apparemment, comme titre d'accroche, réaliser le plus grand logement possible. Alors, je ne sais pas dans quelle législation, parce que la législation dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui, c'est que les T2, ils font 45 mètres carrés, les T3, ils font 60 ou 58, etc. C'est très compliqué. Et à partir du moment où on fabrique des logements avec une surface plus grande, ils vont être vendus au prix du mètre carré, donc qui va être plus cher, a priori. Donc, c'est une notion qui est quand même assez élastique et complexe à mettre en place dans l'équilibre d'une opération, d'une certaine façon. Donc voilà, l'histoire de la surface, j'attends de voir avec impatience le résultat de venir à la conférence pour voir comment ils vont faire, quoi. Parce que c'est le même problème qu'avait eu Jean Nouvel avec Nemosus, hein, c'était la même chose, c'est que voilà, les loyers sont indexés à la surface, donc plus il y a de surface, plus c'est cher. Alors, est-ce qu'il y a des astuces ou des nouvelles règles? J'espère que... Enfin, j'en attends beaucoup, là, de la réunion de la prochaine fois. Alors, donc le plan, à partir du moment où il est effectivement relativement figé, d'une certaine façon, ou tout du moins organisé par les commanditaires, ou les vendeurs, etc., ou même, en fait, les sociétés HLM, on est bien d'accord que ce qui nous reste, c'est la façade. La fenêtre, plus exactement. Alors la fenêtre, nous, c'est un thème qu'on adore. Ça va être une fenêtre meuble, ça va être une fenêtre balcon, ça va être une porte-fenêtre, ça va être une fenêtre cadre, ça va être une fenêtre avec un store à l'intérieur, à l'extérieur. Il faut savoir que nous, on se bat sur l'idée aussi, dans le monde du logement, d'essayer d'obtenir des fenêtres au moins en aluminium. Mais c'est pas gagné. À partir du moment où c'est en aluminium, on se bat après pour le store en aluminium, parce que sinon on va nous coller un store en PVC blanc. Donc tout ce travail-là, c'est un espèce de travail d'équilibre entre le budget qu'on nous donne, comme ça, qu'on nous lance un peu, parce qu'on n'est pas dans l'économie, c'est ça qui est dingue. À un moment donné, ils nous disent c'est trop cher. Ah oui, pourquoi? Ah bah parce que. Mais comment on fait? Ah bah c'est comme ça, il faut baisser. Mais donc on est là tout le temps à essayer de jongler avec tous ces éléments qu'on n'a pas toujours en main. Alors nous, on va tester du béton moulé, comme en haut à gauche. Voilà, on a une super entreprise qui nous fait ça, et où on a inventé une fenêtre qu'on voit pas très bien, c'était le prototype, ça va être un peu mieux, qui est une fenêtre bibliothèque.
puisque c'est du logement étudiant. Donc une fenêtre en creux que vous voyez à gauche, et ce qui est plutôt nu de la façade, mais qui va être un peu mieux que ça, à l'intérieur c'est une bibliothèque. Pourquoi? Parce que dans le logement étudiant, c'est 19 mètres carrés 52, la surface, c'est pas un centimètre carré supplémentaire, et donc on essaye de trouver de l'espace partout. On a parfois la chance de pouvoir faire des volets pliants. Bon, on n'a pas pu le faire beaucoup, mais il y a aussi ce système de cadre qui va agrandir artificiellement l'impression de la fenêtre. Et puis les vêtures différentes, briques ou autres. Nous, on n'a aucun tabou sur les matériaux que l'architecte peut utiliser. Pour nous, il n'y a pas de matériaux tabou. Même le carrelage, c'est pas tabou. Ça dépend comment on le pose, quoi, évidemment, et comment on l'utilise. Donc du coup, on se rend compte que, encore une fois, on peut varier presque à l'infini à partir de règles très simples, de dire que par exemple les fenêtres, on aime bien les avoir à une allège 45. Alors ça nous fait un garde-corps parfois, ou quand on n'a pas de garde-corps, on met un vitrage fixe. Parce que quand on est assis, c'est quand même mieux d'avoir la vue à l'extérieur qu'une allège à 1 mètre, etc. Voilà, là je vais pas tarder à terminer. Juste pour conclure, actuellement on a 16 chantiers, ce qui est un truc de dingue. Je vous avouerai, donc c'est tous les projets qui sont là, qu'on est en train de construire, à part un, la RIVP qui est en attente, mais ça va bientôt pas tarder. Et donc on construit 1620 logements. Alors ce qui est assez intéressant, c'est ce calcul qu'on a fait pour présenter la chose. Il y a 12 commanditaires privés qui réalisent sur ces 12 projets 834 logements en accession, et ces mêmes privés réalisent en VFA pour 3F, RIVP et d'autres 576 logements en social. C'est-à-dire que finalement, les 4 projets qu'on a sociaux, enfin avec des commanditaires, des concours qu'on a gagnés il y a longtemps maintenant, mais ne représentent que sur les 1620 logements qu'on fait, que 13%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que, chez nous en tous les cas, il y a pratiquement 3 fois plus de logements sociaux qui sont réalisés par des privés que par des bailleurs sociaux. Ça, c'est les quelques réalisations qu'on a mis en place, privées, publiques, qui sont construites. Et ça, c'est toute mon équipe que j'ai dessinée. Voilà, merci. Si vous avez des questions.